Vendre ou acheter des marchandises à l'international, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Imaginez, une marchandise est abîmée en mer. Qui est responsable? Qui doit payer le transport? Ces questions, elles peuvent coûter très, très cher. Heureusement, il existe une sorte de langage universel pour y répondre. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les Incoterms 2020 pour que tout devienne limpide. On va se mettre dans une situation concrète. Le scénario catastrophe. Une cargaison, la vôtre peut-être, subit des dommages en plein océan. Qui paye la facture? Le vendeur? L'acheteur? Eh bien, la réponse dépend souvent d'un tout petit mot de 3 lettres dans le contrat de vente. Et une mauvaise interprétation, ça peut avoir des conséquences financières dramatiques. La solution à ce genre de problème, elle tient donc en un mot. Incoterms. C'est tout simplement l'abréviation de International Commercial Terms. Il faut voir ça comme le langage universel du commerce international. Ce sont des règles publiées par la Chambre de commerce internationale qui clarifient tout. Qui fait quoi, qui paie quoi et surtout qui assume les risques. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Alors voici l'outil qui va nous permettre de tout comprendre. C'est notre carte des Incoterms. C'est elle qui va nous guider. C'est simple. À gauche, on a le vendeur, à droite, l'acheteur. Et chaque ligne, eh bien, c'est un Incoterm différent. Un scénario qui nous dit précisément comment les tâches, les frais et le plus important, les risques sont répartis entre les deux. Ce qui est génial avec cette carte, c'est qu'elle nous raconte 2 histoires en même temps. La ligne bleue, ce sont les frais. Elle nous dit qui sort son portefeuille pour le transport, l'assurance, les douanes. Et la ligne orange, ce sont les risques. Qui est responsable si la marchandise se perd ou s'abîme en cours de route? Et attention, c'est là que tout se joue. Le point où les frais changent de main n'est pas forcément le même que celui où les risques sont transférés. Pour bien piger le système, le plus simple, c'est de commencer par regarder les 2 extrêmes. D'un côté, le scénario où le vendeur en fait le moins possible, et de l'autre, celui où il s'occupe de tout. On commence avec le premier extrême, EXW pour Ex-Works. Regardez bien les barres bleues et oranges du vendeur, elles sont toutes petites. En gros, le vendeur met la marchandise à dispo dans son usine ou son entrepôt, et puis c'est tout. Son travail est terminé. Pour l'acheteur, c'est un peu comme aller chercher une pizza. Il doit s'occuper de tout le reste, du chargement jusqu'à la livraison finale, en assumant tous les frais et tous les risques du voyage. Et maintenant, on passe à l'opposé total, DDP, Deliver Duty Paid. Là, regardez les barres du vendeur, elles traversent tout le graphique. Le vendeur gère absolument tout de A à Z jusqu'à ce que la marchandise soit livrée à destination, dédouanement inclus. Pour l'acheteur, c'est la formule VIP, le service tout compris. Allez, on attaque maintenant les termes entiers. Et c'est là que ça devient un peu contre-intuitif, mais aussi vraiment intéressant. C'est dans cette catégorie qu'on va voir que celui qui paye le transport n'est pas forcément celui qui en assume les risques. C'est un point absolument crucial à comprendre. Prenons le FCA, Free Carrier ou Franco-transporteur. Ici, le vendeur remet la marchandise au transporteur qui a été choisi par l'acheteur à un point convenu. C'est une règle qui est hyper flexible et très, très utilisée, notamment pour les containers, parce qu'elle s'adapte à plein de situations différentes. La petite étoile jaune, à côté de FCA, elle signale une nouveauté importante des règles 2020. C'est une réponse à un besoin très pratique du terrain. Pour faire simple, il est maintenant clairement écrit que les parties peuvent convenir que le transporteur doit fournir au vendeur une preuve que la marchandise a bien été chargée sur le navire. C'est un petit détail technique, mais qui résout un vrai problème pour les vendeurs qui ont besoin de ce document pour être payés. Bon, voici le concept clé à retenir pour les termes en C, comme CPT et CIP. C'est un mécanisme en 2 temps. Première étape, le vendeur paie le transport principal. On voit bien la longue barre bleue. Mais, et c'est ça le point essentiel, deuxième étape, le risque, lui, la barre orange, est transféré à l'acheteur bien avant, dès que la marchandise est remise au premier transporteur. En clair, le vendeur paie pour un voyage pendant lequel il n'est plus responsable de la marchandise. Avec le CIP, Carriage and Insurance Paid To, on est sur la même logique en 2 temps. Sauf que le vendeur a une obligation supplémentaire. Il doit souscrire et payer une assurance pour le compte de l'acheteur. Et la grosse nouveauté de 2020, c'est que cette assurance doit être une couverture maximale, ce qu'on appelle tout risque. C'est une bien meilleure protection pour l'acheteur. Ce petit tableau, il résume parfaitement la situation. Avec FCA, c'est l'acheteur qui paie le gros du transport. Avec CPT et CIP, c'est le vendeur. Mais dans ces 2 derniers cas, le risque, lui, part chez l'acheteur au même moment, au tout début. La grosse différence entre les deux, c'est cette fameuse obligation d'assurance tout risque pour le CIP. On continue notre voyage et cette fois, on arrive à bon port, dans le pays de l'acheteur, avec la famille des termes en D. Avec ces règles-là, la responsabilité du vendeur s'étend très très loin, jusqu'au point de destination final. Ici, la différence entre 2 incoterms se joue sur un seul mot, déchargement. Avec le DAP, Delivered at Place, le vendeur amène la marchandise jusqu'au lieu convenu,
prête à être déchargée. C'est à l'acheteur de s'en occuper. Par contre, avec DPU, Delivered at Place and Loaded, le vendeur va jusqu'au bout de la démarche. Il est aussi responsable du déchargement de la marchandise. C'est une nuance, mais elle est de taille. Et voilà l'autre grande nouveauté 2020, signalée par l'Étoile. Le DPU remplace un ancien terme, le DAT, qui voulait dire Delivered at Terminal. Ce changement de nom est super important parce qu'il clarifie que le lieu de livraison peut être absolument n'importe où, une usine, un entrepôt, et pas juste un terminal portuaire ou un aéroport. Ça donne beaucoup plus de souplesse. Bon, on a fait le tour de la carte, on a exploré les différentes règles. Maintenant, la question n'est plus seulement de comprendre ce que chaque terme veut dire, mais plutôt de savoir comment choisir le bon pour sa situation. Alors, comment on choisit? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le choix d'un Incoterm, ce n'est pas juste une ligne technique à remplir dans un contrat. C'est une vraie décision stratégique, qui se négocie. Un DDP peut paraître très confortable pour un acheteur, mais ce confort a un prix, qui est inclus dans la facture. À l'inverse, un acheteur qui maîtrise bien sa chaîne logistique peut faire de grosses économies en optant pour un EXW ou un FCA. Au final, c'est toujours une question d'équilibre entre le prix, le contrôle et le risque. Donc, la question qu'on peut se poser en conclusion est assez directe. L'Incoterm, qui est utilisé habituellement dans l'entreprise, est-ce que c'est un atout ou un poids mort? Est-ce qu'il permet vraiment d'optimiser les coûts et de maîtriser les risques? C'est une question simple, mais la réponse pourrait bien avoir un impact direct sur les bénéfices.